donc vous avez compris le sens de la démarche. C'est-à-dire, c'est d'étudier les schèmes générateurs de l'usage de la terreur. Comment ça marche ? Quels sont les principes opérationnels ? Quels sont les différents niveaux ? Bref, comment fonctionne l'usage de la terreur ? Ce qui permet, donc vous l'avez vu, d'étudier l'usage de la terreur par les États, aussi bien que par des groupes, et aussi bien aussi que par des groupes qui deviennent des États. C'est ce qu'on vient de voir avec ce principe d'évolution. Quel est l'intérêt de raisonner comme ça ? Eh bien, le premier et le principal intérêt, selon moi, c'est de contribuer, d'arrêter, d'essentialiser le terrorisme. On le dit on l'entend dire parfois. Nous ne sommes pas en guerre contre le terrorisme. On ne peut pas être en guerre contre un concept. On est en guerre contre des gens qui utilisent la terreur. Ça, c'est le point essentiel. Parce que, ou capital, essentialiser le terrorisme, c'est limiter l'action au registre strictement moral. Nous sommes outragés par des gens qui sont des monstres et qui sont des sauvages. Et donc, les moyens appropriés pour lutter contre les monstres et la sauvagerie, d'abord, sont assez difficiles à imaginer et restent toujours de l'ordre moral. C'est ce qui fait qu'on est si désemparé. Qu'est-ce que faire contre Daesh ? Donc, le principal péril qui guette celui qui subit le terrorisme, c'est d'essentialiser le terrorisme, parce qu'il ne donne aucun moyen de réponse. Ce que nous invite à faire John Lynn, c'est de considérer que c'est une guerre. Et là, si on peut se servir un petit peu de Clausewitz, même si ce n'est pas le plus pertinent pour penser le terrorisme, c'est que Clausewitz nous enseigne que la guerre, c'est le but de la guerre, c'est soumettre l'autre à sa volonté, à sa propre volonté. C'est de l'amener à reconnaître la défaite. Il n'y a pas d'autre but de la guerre. Tous les autres buts qui sont métaphysiques, lutter contre le mal, lutter contre la sauvagerie, lutter contre la barbarie, n'ont jamais permis la moindre victoire. Si le but de votre guerre, c'est lutter contre la barbarie, eh bien, bonne chance, vous n'êtes pas sorti de l'affaire. Donc, ça a amené à penser qu'il y a une situation de guerre, une situation de conflit dans laquelle un protagoniste utilise des moyens qui sont les moyens de la terreur, amène effectivement à mieux concevoir, mieux élaborer des réponses. John a pris l'exemple de l'Afghanistan et de l'Irak après les attentats du 11 septembre. La réponse immédiate qui a été donnée par George Bush, ça avait été de dire « nous sommes en guerre contre le mal ». Et donc, cette perspective morale, aveuglante, n'a pas permis de réfléchir aux moyens appropriés. Alors, je n'ai pas des leçons à donner, je ne sais pas quels auraient été les moyens plus appropriés de la guerre. En ce qui concerne la situation présente, c'est bien le cas. C'est-à-dire que le but de la guerre, ça n'est pas de lutter contre la barbarie, ça n'est pas, comme le dit John, démontrer qu'ils ne nous auront pas, que nous n'avons pas peur,
c'est sympathique, mais de toute façon, ça n'est pas le but des terroristes de nous faire peur, comme l'a dit John. Ils s'en foutent qu'on aille boire des verres sur les terrasses des cafés, c'est pas leur problème. Qu'on continue à aller au concert de rock, ils s'en foutent complètement. Le but n'est pas là. Leur but de guerre n'est absolument pas là. Ça n'est pas contre notre civilisation qu'ils se battent. Ils cherchent des objectifs stratégiques très précis. En l'occurrence, faire en sorte de créer dans les pays occidentaux et en particulier en France des fractures de nature à provoquer des troubles civils en France. Le but de Daesh, c'est de faire monter le Front National. C'est le but. C'est le joli paradoxe, hein. Mais c'est exactement ce qu'ils cherchent. Qu'on fasse des attentats contre les mosquées, que l'on dise que l'islam est incompatible avec la République, etc. C'est précisément cela qu'ils veulent, de façon à créer une situation de déstabilisation en France, de façon à créer une guerre de religion, une guerre civile en France, et leur apporter, bien sûr, des partisans, entretenir. Comment faire pour entretenir le flux de jeunes Français qui partent en Syrie pour revenir faire... Comment entretenir ce flux? Eh bien, entretenir chez ces jeunes le sentiment qu'ils ne sont pas chez eux en France et que la France n'est pas leur pays. C'est exactement et précisément cela qu'ils veulent. Donc, apprendre à penser le terrorisme comme une guerre avec des objectifs que chaque protagoniste a, et non pas dans le registre moral, est essentiel. Alors, à partir de là, effectivement, ça amène à réfléchir à la réponse la plus appropriée. Alors, la question, y a-t-il une solution militaire appropriée au terrorisme? Ça peut se discuter, mais il faut bien envisager le fait qu'une réponse militaire qui repose, c'est ce qu'elle est pour l'instant, sur des bombardements, est problématique. Elle est problématique parce que elle continue finalement à fixer le débat et l'action dans un registre qui est celui de la terreur contre la terreur. Ce qui est frappant, c'est que l'usage de la terreur comme moyen de la guerre est inscrit dans les doctrines militaires de la France, des États-Unis. Ça s'appelle la dissuasion. Deterrence en anglais. C'est exactement utiliser l'effroi provoqué par la possibilité de représailles comme instrument. Et le moment où les pays occidentaux ont intégré l'usage de la terreur dans la théorie de la guerre, c'est à partir de l'idée du bombardement. Alors le bombardement dont on a vu la naissance sous Louis XIV, mais surtout dont on a vu la théorisation dans les années 1920 sous la plume d'un Italien qui s'appelle Douhet, D-O-U-H-E-T, qui a élaboré la théorie du bombardement stratégique, c'est-à-dire utiliser l'aviation, dont on venait de découvrir pendant la Première Guerre mondiale qu'elle était une arme qui pouvait projeter très très profond chez l'ennemi la violence, utiliser donc le potentiel de l'aviation pour terroriser les ennemis. Il y avait déjà eu pendant la Première Guerre mondiale quelques bombardements à but stratégique. Le bombardement de Londres, le bombardement même de Paris, avec des zeppelins qui ont bombardé, puis la grosse Bertha. C'est
le bombardement, si vous voulez, c'est l'usage que font les États qui est le plus intimement lié à l'idée de terreur, que le bombardement soit conventionnel ou qu'il soit nucléaire. C'est la même idée. Alors, effectivement, répondre à une situation de terreur par une stratégie de bombardement pose problème. Alors, je ne suis pas en train de dire que les bombardements sur Daesh en Syrie sont des bombardements de terreur. Mais en tout cas, c'est souvent comme cela qu'ils sont présentés par les supports des terroristes. C'est de dire, vous nous bombardez, vous utilisez cette arme-là. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, la différence entre un bombardement, le bombardement des positions de Daesh en Syrie ou en Irak n'a rien à voir avec le bombardement de Dresde. Ça n'est pas du tout du même ordre. Ce sont des bombardements beaucoup ciblés, mais, du point de vue des représentations, du point de vue aussi de cette culture de la guerre, eh bien, on s'enferme là, il y a un risque, qui est de s'enfermer dans cette logique de la terreur contre la terreur. Alors, je ne suis pas en train de dire que je suis opposé au bombardement, etc. Maintenant, il faut y réfléchir. Et il faut y réfléchir en ayant en tête cette idée que le but, l'objectif, n'est pas de lutter contre le mal, mais de vaincre Daesh. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, il est très important, comme le fait John, d'apprendre à décrypter une situation comme celle-ci à la façon d'un historien militaire, à la façon de l'analyse, à la façon que l'on mobilise pour analyser un conflit, car il s'agit d'un conflit armé. Voilà pourquoi il me semblait que cette présentation de John dans le contexte que nous vivons était très importante, parce que ça montre comment l'étude des conflits, l'histoire militaire peut être utile et salutaire. Voilà, ça c'est mon principal commentaire. J'ai 1000 autres questions, mais il faudrait quand même que vous vous en posiez aussi. Ça commence transnational, oui. Avant la Première Guerre mondiale, il y avait des terroristes nationalistes en Algérie, en Turquie, les Arméniens, oui, par exemple. Mais à mon avis, l'étage le plus important qui, après la guerre de 67 en Israël, le PLO, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. OK, la Palestine. Avant cette guerre, ils pensent que c'est le grande nation arabe qui veut faire la liberté et le territoire pour les Palestiniens. Mais en 1967, Israël détruit toutes les armées arabes, dans une façon presque miraculeuse. Et à ce point, les Palestiniens pensent qu'il faut faire tout nous voulons par soi-même. Elle organisait très vitement dans un appareil terroriste et insurgent, oui, quand ils commencent leur campagne.
Oui, c'est des petites attaques sur Israël, mais aussi c'est une question de hijack airplanes. Piraterie aérienne. Yeah, that to hijack the airplanes, right? Okay. That was the Popular Front for the Liberation of Palestine that did most of the hijacking. Interesting. If you want to see the PLO as a forerunner of Islamists, you're wrong. PLO was not a Muslim organization. The PFLP, parti, les chefs sont chrétiens. Georges Abbas. Oui, George Abbas, yeah, chrétien. Et il commence un répertoire de hijacking, de violence, au moment quand il y a une idée en Europe d'une grande guerre révolutionnaire contre le status quo. En France, 1968, oui. En Amérique, les années 60 pour nous aussi. Et il veut former des organisations violentes. Et le PLO était là pour instruire. Par exemple, les Allemands, le Baader-Meinhof Gang, okay? Ils sont instruits par le PFLP. Oui. Il y a des arrangements entre les Italiens. Les Américains parlent toujours à ce point de Palestiniens, les radicaux. Donc, le moment de transfert, c'est au fin des années 60, à mon avis. Et le PLO devient la grande université des terroristes. Ça dépend sur le terroriste et ça dépend sur le globe. Par exemple, on dit que maintenant, il faut une grande coalition contre ISIS, okay? Well, the Americans like the Kurds and the Kurds like the Americans, but the Turks don't like the Kurds and are more afraid of the Kurds than they are of ISIS. The Russians want to establish Assad. We want to get rid of Assad. God knows what Saudi Arabia wants because the government wants one thing and the princes give money to the Wahhabists. We cannot come together very effectively right now. I could speculate on some of the things we could do as an international coalition. But if we can't come together in this case against some awful organization, the notion of a sort of global approach to the phenomenon of terrorism strikes me as too much. Because terrorist groups are unique. You in France, for good reason, want to talk about social and economic reasons why people become terrorists. It makes good sense with your essentially colonial Muslim population, okay? But there are other terrorisms where it is the people who are better educated and at least as well off as who are attracted to terrorism. There is no general rule about why people become terrorists, so there can be no general rule about how to deal with it. I mean, if I was to make a general rule about how one would fight terrorists, I'd say things like, forget about the top, you will never win them over, try to cut the terrorists off at the bottom and win the bottom over to you, okay? That's something that might work. But in terms of one sort of approach, I don't know. I mean, we can share intelligence, we can deal with borders and extradition, and by the way, the first anti-terrorist conference internationally that did those things, borders, share intelligence, was in 1898,
and it was in Rome, and it followed the assassination of the Empress Elizabeth by anarchists. That was a real counter-terror. They called it anti-anarchist, but it was a real counter-terrorist, talking about many of the same things that we're talking about. Now, you can do those kinds of things. But I think it's a lot of little wars, and I think you kind of have to deal with it on that level. And it looks terribly global in a Muslim face, but boy, if you look at the different problems facing different Muslim communities, it's, you know, Pakistan isn't Saint-Denis, okay? You know, it's very different kinds of things going on. So I think we can see similarities, but I don't know if we can have a global campaign. J'espère, mais je ne crois pas maintenant. Il faut une stratégie. Oui, une stratégie. Si j'étais le président, je dis, je ne peux pas tuer tous les hommes d'ISIS. Si on fait cela, we will kill a lot of babies, not just bad guys. Okay? That will bring recruits. The first thing I do is blow up every damn oil facility that ISIS can get at, because those can't be moved around and put into mosques or something, and you could cut off money that way. It would really, they need money. You have no idea how self-conscious ISIS has been from the start and remains about administration, civil administration. They know they need resources, okay? By the way, if you read their documents too, they refer to Clausewitz and they talk about war as politics. Now they mean politics from a religious point of view, but that the word is politics, okay. So I would do that. We can all agree that they shouldn't have that stuff, okay. Then you've got to come to some sort of a sense of what you want out of the war before you can really coordinate against it. I think Obama's shown good restraint, and I think we need to have restraint. But we need to be very careful. You realize that about half of the American planes we send to bomb things come back to their bases with the bombs still on the planes, because the situation changes, and we show the restraint of not just dropping the bombs on anything. That's the right psychology. Bring the bombs home, okay? If you go for the money resources and you try to create some kind of a coalition of disapproval, and that's going to have to come out of the Muslim community, because their base is their sense that they are a new caliphate. But all of those things are really easy to say and hard to do. And I'm afraid that the feeling is, they got us, we're going to get them. And you're going to kill babies, and you're going to kill women. You know, you bomb Raqqa, that's a town with a lot of people in it. Oh, let's flatten Raqqa, yeah, and you'll justify. Remember, the narrative of extreme Islamists is there is a war of the West against Islam. And that is not just something that radicals believe. We have the surveys. We know the Muslim opinion. And the sense that that the West hates Muslims, or that there is a war against Muslims, is very widely spread. Very widely spread. And you make that stronger. If it's not ISIS, it'll be somebody else. Look at the history, again, of the PLO. PLO rises after 67. It's driven out of Jordan in 1970. What does it do? It goes to Lebanon, where the Israelis begin their least successful war by invading Lebanon in 1982. They drive the PLO out. Great. And they got Hezbollah. And the PLO went to Tunis and comes back. And meanwhile, Hamas shows up.
I don't know what your expression is. We have a game called whack-a-mole, where you hit something here and the other one pops up there and you're going like this to see if you can get it all down. Well, you could be dealing with a whack-a-mole situation. And when President Obama gave his speech last week, which I thought was very good, he said, we could send 50,000 troops to Syria and defeat ISIS in Syria. What do you do when the next big terrorist attack comes from Yemen? Or the next big terrorist comes from Lebanon? Not Lebanon, to Libya. There's a lot of wilaya out there who can act independently. I could even see a situation where if you commit so much to Syria, they're going to lose. Caliph Ibrahim is going to go to West Africa, or he's going to go to Yemen. He will take part of it and simply talk about the caliphate having, as it were, changed its capitals. I don't know answers. The only thing I know for sure is it would be a really good idea to stop the flow of resources because they are very wealthy. En général, nous protestons que nous sommes limités, plus limités que les terroristes. Mais je me souviens, I'm going to say it in English, unfortunately. The speech by Ben Mahidi in the Battle of Algiers, when he's asked a question, isn't it immoral that you are giving women bombs who are placing bombs in baskets and putting them in cafes? And his response was, how is that worse than you using napalm on Algerian villages and killing far more people? And then he ends, you know, you give us your planes and we'll give you our baskets. The nature of terrorism is to be weak, to not have other ways of using, conventional ways of using violence. The kinds of violence that we see a tank and somehow there's a legitimacy to a tank being there, but there isn't a legitimacy to burning people in cages, okay? I'm not advocating burning people in cages or tanks, but terrorists very often say this is all we can do. This is the only way we can fight because we don't have planes and we've got baskets and we've got bombs, okay? I don't approve of attacking the defenseless, okay? But terrorists often can only attack the defenseless because the people who can defend themselves well have more weapons and all the rest of it. I think there is a kind of hypocrisy there because the violence of the civilized world has a symbolism of the state and what's legal and what's ordered, whereas the violence of the terrorist is meant to be shocking and unacceptable. So again, to me, it's a war. We need to fight an enemy who's very hard to beat, but to be blunt, can't do all that much damage. So they have to multiply the damage by bringing in your psyche. Okay. But I agree. How many Iraqis died under American bombs in the American war in Iraq? A whole lot. Even people that weren't fighting us. Yes, there's a certain amount of hypocrisy, but on the other hand, in fighting the terrorists, they're after us, and we will have to do something about that. But as I tell my
students over and over again. There's an old Italian adage, which I love. Revenge is a dish best served cold. Si je peux me permettre, effectivement, toute situation, la violence est une relation. Et donc, elle est forcément relative. Et donc, associer des formes de violence qui sont relatives à un absolu, qui serait l'absolu du bien et du mal, c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Et donc, pour autant, comme l'a dit John, donc il ne faut pas oublier qu'il y a une situation qui est une situation, appelons-la, de guerre. Et donc, effectivement, le réflexe ne doit pas être de dire c'est le bien, nous sommes le bien agressé par le mal. C'est nous sommes attaqués, nous menons une guerre, il faut la gagner. Toutefois, il me semble malgré tout que même si on relativise, il y a quand même, et quand on fait l'histoire de la guerre, on le sait, il y a quand même des formes et des gradations dans la violence. Et que, par exemple, prenons un pays comme la France, use de la violence militaire, malgré tout, avec une certaine forme de retenue. Il y a quand même une notion qui s'appelle le droit international. Alors, on sait qu'il est relatif, que, par exemple, du point de vue du droit international, les bombardements en Syrie ne sont pas très très bien établis. Hein, bon, alors, il y a un argument juridique. Hein, maintenant, les preemptive strikes, du point de vue, on est dans ce registre-là. Hein, bon. Donc, je sais bien que le droit international ne définit pas un absolu du bien et du mal ou un absolu de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas. Malgré tout, l'usage de la force par un pays comme la France est contenu dans un certain nombre de limites. Qu'il y ait de l'hypocrisie dans le fait, par exemple, de bombarder des positions en Syrie en disant « nous sommes dans notre droit ». Non, soyons clairs, du point de vue strict du droit international, les bombardements en Syrie, ça ne fonctionne pas. Bon. C'est un État souverain, quel qu'il soit, hein, mais bon, il y a un État souverain qui ne nous a pas demandé d'intervenir. Bon. Souvenez-vous, là, un petit aparté, c'est ce que nous a expliqué le lieutenant-colonel Cario dans ses interventions sur le droit des opérations. Donc oui, bien sûr, il y a toujours un petit peu d'hypocrisie, mais malgré tout, la façon dont, une fois de plus, un pays comme la France utilise la force se fait quand même dans certaines limites. Et pour ma part, je ne mettrai pas sur le même plan, effectivement, le fait de chercher à effectuer des frappes ciblées. Alors, qu'elles le soient totalement, je ne sais pas. Hein. Là, pour le coup, il y a un problème démocratique de contrôle sur ce que c'est qu'une action de guerre dans nos sociétés contemporaines. Hein. C'est un petit peu compliqué de savoir ce que bombardent exactement nos avions. Hein. Attention. C'est pour ça que moi j'en appelle souvent à l'idée que la solution, c'est d'abord chez nous qu'elle commence. Hein, bon. Donc, je ne mettrai pas sur le même plan donc, d'effectuer des frappes alors, qui sont apparemment ciblées. Maintenant, peut-être qu'elles ne le sont pas totalement. Il y a sans doute des dégâts collatéraux. Et le fait d'assumer, comme le fait Daesh, d'aller massacrer des innocents. Pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour autant, je reconnais bien évidemment qu'il n'y a pas d'absolu dans l'usage de la violence.